où il en vient vraiment à son sujet, qui est sa propre bêtise. Il finit pas le bouquin, il écrit Bouvard et Pécuchet, et Bouvard et Pécuchet, on voit à peu près qui c'est des sortes de gens qui refont ce qu'il a fait lui-même à l'époque de l'écriture de Salingbo, c'est-à-dire lire la totalité de la littérature existante sur les puniques. J'ai vérifié hier, a priori il n'y avait pas de sacrifice à balles, même si il y a des images très précises dans un AX d'enfants qui sont comme ça mangés par les mains brûlantes d'un dieu articulé. Donc il remet en scène donc Bouvard et Pécuchet à peu près lui-même faisant ses recherches à la bibliothèque, lisant la totalité des choses, et on voit vraiment où vont Bouvard et Pécuchet. Bouvard et Pécuchet vont devenir des romanciers, parce qu'il n'y a absolument aucune raison, cette espèce de laïcisation comme ça du saint, de l'écrivain comme saint, qui serait finalement le seul religieux, le roman étant une sorte de religion de substitution, et le romancier étant le seul saint de cette histoire, le seul qui est au-dessus de la bêtise de ses contemporains, etc. Flaubert était évidemment trop intelligent pour y croire complètement, et il fallait à la fin qu'il mette en scène sa propre bêtise et qu'il raconte qu'en fait, le drame profond des romanciers, c'est qu'ils sont confrontés pas du tout à leur bêtise de leurs contemporains, ça c'est ce qu'il a essayé de nous faire croire avec le personnage de May dans Madame Bovary, etc. Non, le drame profond des romanciers, c'est qu'ils sont confrontés à leur propre bêtise et à leur propre limitation intellectuelle, mais il a écrit le livre. Donc, et puis le jeu ping-pong, comme ça, est retombé dans l'histoire littéraire française, avec le caractère de cathédrale infinie de Proust, qui est un peu l'héritier, comme ça, depuis Flaubert, avec un côté, le moi est si grand et résonnera de façon si infinie que, de toute façon, il rattrapera sa propre bêtise par la grandeur continuée de son œuvre. Alors, à titre personnel, moi, le réflexe spontané qui me fait écrire un roman, c'est quand je me sens saturé d'informations et profondément bête et que j'essaie de synthétiser quelque chose. Je ne sais pas si vous avez fait des études de physiologie, mais une des choses les plus intéressantes en physiologie, c'est le moment où j'ai décroché, c'est un scientifique allemand de la première moitié du XXe siècle qui a expliqué les cycles de digestion du glucose, en fait. Et c'est vraiment très compliqué, parce que c'est pas un truc où il y a 3 flèches et trois pôles, c'est genre une quarantaine d'opérations d'oxydation, de réduction, de réaction, etc. Tout ça pour en arriver à ce petit miracle qu'à la toute fin, brûlant bien le sucre, on est capable de penser. L'idée, c'est vraiment celle-ci, c'est d'être vraiment en permanence confronté à la toute petitesse de sa vie. Bizarrement, c'est en ayant des enfants que je m'en suis rendu compte. La première fois que je m'en suis aperçu, c'était avec une pomme VTEC qui était un jouet un peu débile où il fallait appuyer sur les boutons pour faire apparaître diverses fonctions, et j'ai vraiment vu ma fille ne pas réussir à la manipuler alors que ça me semblait assez évident. Après, je suis devenu un père un peu plus compassionnel, et j'ai mieux étudié, j'ai eu un autre enfant depuis, j'ai mieux étudié la chose, et là j'en suis au moment où il n'arrive pas à prendre son pouce parce que c'est trop compliqué. On est vraiment à un stade, on oublie, parce que ça va très vite, et on oublie vraiment le stade de débilité profond d'un être humain qui naît. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une théorie anthropologique assez séduisante qui explique que c'est lié à la station debout, parce que la station debout, mécaniquement, réduit l'ouverture du bassin des femmes, et donc réduit la taille du cerveau. Donc, en fait, une sorte de double bind évolutionniste. On a fait le choix d'être debout, ça nous a rendu probablement plus intelligents parce qu'on s'est mis à manipuler nos 10 doigts beaucoup mieux, mais d'un autre côté, ça limite nos cerveaux. Sans vouloir faire de psychologie évolutionniste au rabais, je pense que c'est à peu près normal qu'on développe des prothèses. Je pense que c'est notre principal désaccord avec Thomas, c'est que si on veut dénoncer la dictature du like ou la dictature de l'irréalité ou le bovarisme, le mal commence avec l'invention de l'écriture, voire à peu près avant avec l'invention de la mémoire articulée, voire avec l'invention du langage conscient. Ça va prendre ça un petit peu vivant. Donc bon, voilà, il y a ce gag amusant, cet enfant qui n'arrive pas à prendre son pouce. Et j'ai saisi une image très belle l'autre jour. Alors normalement, j'installe des mobiles quand les enfants ont 2 mois, quand ils commencent à réussir à arrêter de loucher, commencer à interagir avec leur entourage. C'est très intéressant parce que cette histoire des enfants qui louchent, c'est vraiment le moment où ils sortent du primitivisme médiéval, ils commencent à gérer les effets de parallaxe, à gérer la symétrie, un peu le moment
la renaissance, quoi. Autour de 5-6 semaines se produit la renaissance. Là, on est en pleine renaissance. J'ai mis le mobile un tout petit peu avant. Et c'était terrible, c'était une des expériences les plus tristes que j'ai vues, parce qu'il était allongé sur son lit, il voyait le mobile qui tournait, il ne pouvait rien y faire, même comprendre, il ne pouvait pas. Et je me suis dit, on est exactement dans cette situation épistémologique. C'est un peu mieux, mais on est vraiment là, écrasé par la gravité sur le sol, voyant des choses qui bougent, à peu près incapable d'y toucher. Et ce qui est dingue, c'est que c'est ce handicap profond. Bon, ce qui est assez amusant, c'est qu'on arrive à l'oublier, parce qu'on le prend comme ça, on l'incorpore de l'intérieur, on finit par faire des choses compliquées. Mais même à faire le tour de la Lune, c'est vraiment pas grand-chose par rapport à cette sensation d'écrasement. Et ça m'a rappelé une image qui m'avait beaucoup marqué. C'était bizarrement tout près du Louvre. C'était une très vieille femme que j'avais vue sortir de son appartement sur une civière et qui rentrait dans une ambulance. Et vu son état physique, c'était à peu près certain que c'était la dernière fois qu'elle voyait le ciel. Et je me disais, comme ça, elle était allongée, il y avait quelque chose. Il se passe quelque chose malgré tout pendant ces 4 ou 5 secondes où elle voit le ciel pour la dernière fois. Et j'étais bizarrement heureux d'être témoin de ce moment. Et ce moment, je l'ai retrouvé chez mon fils, donc j'espère que ça va être plus long. Mais il y a quelque chose d'une impuissance trop petite. Et pour revenir à cette histoire de bassin, l'idée c'est qu'en fait le monde, c'est une sorte de pomme comme ça merveilleuse qu'on est très content de croquer. Et en fait, on se rend compte qu'on a une mâchoire de souris. On ne peut pas matériellement réussir à la croquer. Et moi, je pense, avec le recul, parce que j'ai écrit plusieurs romans maintenant, je pense que c'est vraiment pour ça que j'écris des romans, c'est pour me fabriquer une sorte d'exo-mâchoire mieux articulée qui me permettrait de choper l'objet que j'ai pas le droit de choper. Parce que ça m'avait beaucoup intrigué, surtout au moment de l'écriture de mon deuxième roman. J'avais décidé de prendre un scope très large, de raconter l'histoire humaine en totalité, trouver un truc pour le faire. J'avais été très surpris et très déçu qu'on le fasse aussi peu, en fait. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça revient maintenant avec des histoires d'énergie, des histoires d'anthropocène, etc. On revient très lentement à un grand récit. J'y suis plutôt content. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre qui serait pertinent ici, bien sûr. Non, c'est quelque chose de compliqué, mais il n'y a pas de raison. À l'époque où j'écris sur Houellebecq, ma théorie sur Houellebecq, c'est que c'est un écrivain français, donc en fait il souffre d'un voltarisme inguérissable, il n'est vraiment bon que dans l'ironie, mais sentant ça, il essaie de se surinjecter des sortes d'injections de lyrisme, et donc ça donne tout un parcours via le romantisme allemand. Et donc à l'époque où j'ai étudié Houellebecq, qui est vraiment en fait, c'est intéressant avec Houellebecq, c'est que c'est vraiment un cynique contrarié, c'est quelqu'un qui fondamentalement est un ironiste, et fondamentalement un écrivain français. Au mieux, l'écrivain français tend jusqu'au moralisme, mais ça ne sera jamais habité vraiment comme peuvent l'être les écrivains allemands. Et donc il arrive comme ça avec des bricolages, des sortes d'exosquelettes narratifs qui ont longtemps été la science-fiction, qui sont sans doute aujourd'hui autre chose, qui sont aujourd'hui plutôt des théories civilisationnelles générales, qui viennent aussi d'Allemagne, avec son côté... Le côté, non, je vous lis, c'est un livre que j'ai acheté en premier, que j'ai pas lu, Spengler, merci, oui, pardon. Merci. Oui, bon, bref, non, et du coup, à une époque, donc à l'époque où j'ai fait ce voyage, j'ai beaucoup lu Novalis, et ce qui m'avait vraiment frappé, c'est l'extrême plasticité théorique qu'il accorde à la connaissance humaine. Je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué, c'est une erreur de croire qu'on s'ennuierait si on voyait tout, si on savait tout. Le savoir, c'est comme la vue, plus on voit, meilleur est. Et donc je pense à un niveau, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le degré, les pores de la peau, le degré ultime, etc., Novalis est extrêmement optimiste, et je me dis qu'en fait l'erreur fondamentale de perspective, je pense que pour le désaccord qu'on aurait, ce serait celui-ci, c'est moi j'aurais tendance à penser que l'œil c'est vraiment facultatif, c'est vraiment accidentel. J'ai même une théorie sur l'œil, je ne sais pas si vous avez suivi il y a 1 an cette découverte amusante que la coquille Saint-Jacques avait genre 60 yeux, 200 yeux, je crois. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a 200 yeux vu qu'elle est toujours fermée. Et je pense, en plus c'est des yeux hyper sophistiqués qui fonctionnent un peu comme des miroirs de télescopes spatiaux, et ma théorie en fait c'est que l'œil procède fondamentalement
c'est un muscle en fait. C'est un muscle qui tourne mal, qui se creuse un moment et qui se met à remplir une autre fonction. Mais je pense pas. Alors il y a des théories qui disent qu'en fait à la base les cavités oculaires se développent plutôt par la perception de la chaleur. Je pense vraiment que c'est un muscle. C'est quelque chose qui nous tient fermés, qui nous tient ouverts. Et j'ai du mal à exprimer clairement cette intuition qui me semble évidente pourtant quand je l'ai eue. Et donc je pense que le réglage profond entre notre cerveau et l'œil, toutes ces choses, les nerfs qui se croisent, et toutes ces choses qui ont leur dignité, qui sont l'histoire de l'art notamment, toutes ces choses sont très 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 facultatives. C'est à peu près évident, alors commercialement c'est un échec, une fois de plus, mais c'est à peu près évident quand on teste un casque de réalité virtuelle. On se rend compte qu'il n'y a vraiment aucun problème. C'est un peu la mode aujourd'hui, il y a plein d'articles en ce moment pour saluer les 20 ans, les 22 ans les 20 ans, les 22 ans des jeux en 3D. Je me souviens très clairement le jour où un ami m'avait prêté sa Nintendo 64, il y avait Mario, le premier Mario en 3D, celui de 96, et j'y ai pas joué, je trouve ça trop compliqué les mouvements de caméra. Et en fait c'est hyper simple, et c'est vraiment amusant. C'est quelque chose je pense que connaissent les photographes, c'est qu'il y a deux façons de régler le flou. C'est à la fois régler l'écartement des lentilles, mais on peut aussi régler le flou en jouant sur l'ouverture du diaphragme. Ça modifie aussi, et ça arrive aussi à modifier le flou. Et là, c'est exactement ce qu'on ressent avec ces télécommandes. On a deux boutons. Un des boutons qui est le bouton des mouvements, l'autre bouton est le mouvement de la caméra. Sauf qu'en fait, faisant les deux de façon coordonnée, on ne sait plus exactement ce qui se passe. Parce que si on bouge la caméra, mais qu'on continue dans le même sens, que la caméra va avoir mécaniquement tendance à se replacer derrière nous, de simplement bouger la caméra et continuer à aller tout droit va nous faire tourner, alors qu'on n'a pas tourné sur le bouton pour tourner. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer, mais qui me semble, d'un pur point de vue autonomique et de maîtrise comme ça d'outils, une révolution au moins égale à celle de la perspective. Et il y en aura évidemment plein d'autres, et il y aura plein de choses comme ça, et je suis là pour bavarder, et pas pour faire de la théorie. Mais tout ça m'intéresse, parce que je me dis en fait, jamais nos yeux n'ont autant flotté sur une sorte de gelée molle qui nous sépare du cerveau. Cette gelée molle, on l'appelle, je pense que Thomas serait d'accord avec moi, parce qu'il a une vision quand même non eschatologique de l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui avait beaucoup marqué l'enfant, qui est un peu retombé aujourd'hui, mais le sommet, la grande œuvre, quand j'avais 10 ans, le sommet de la civilisation humaine, c'était les catalogues d'essais produits de la FNAC. C'était vraiment ça. C'était genre, on a conduit toute cette histoire pour arriver à des tests fiables sur les appareils photo. Et malgré tout, l'histoire de l'art, à un moment, est devenue une sous-branche. Alors, on n'en est plus complètement là, mais l'histoire de l'art est devenue une sous-branche de ce truc de réglage entre l'œil et le cerveau. C'était, bon, c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient un peu débiles, ils savaient pas qu'ils étaient artistes, machin, on prend Léonard de Vinci, etc. Le type aurait clairement surperformé comme ingénieur, mais il savait pas complètement qui il était, donc il a fait un peu sur les deux tableaux. On a toute cette histoire, et on arrive, en fait, à faire quasiment de l'histoire de l'art le bon test des technologies telles qu'on les a connues à peu près au moment où l'optique croise l'informatique et le marché grand public, et on arrive à des images à peu près fiables et lissées. Je pense que ce serait une erreur de réduire l'histoire de l'art à ça. D'un autre côté, ça serait assez amusant de jouer pleinement le jeu et de la réduire pleinement à ça. C'est un bon test. C'est comme ça qu'on a réglé le fonctionnement de l'œil et du cerveau. Je me souviens, j'étais allé voir avec Thomas au musée de Nantes, il y avait un tableau, je crois que c'était Baselitz, un Allemand qui peint les gens à l'envers. Bon, c'est rigolo, voilà, c'est rigolo. Là, à côté, on a compris que le type a lu un manuel d'anatomie et est au courant de la science contemporaine. Ce qui me ramène à mon point de départ, la vraie force à maîtriser, c'est la bêtise. C'est vraiment essayer de la domestiquer. Ça m'a beaucoup frappé, j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup, c'est un peu une arnaque, j'arrive jamais à aller finir ce livre, je trouve ça très mal écrit, mais Whitehead, le grand métaphysicien anglais, et Whitehead lui-même, qui écrit probablement les meilleurs livres de métaphysique du XXe siècle, parle de ses livres en disant, bon c'est vrai, en 20 000 mots, je ne sais pas si j'ai vraiment réussi. Et là on se dit, mais ouais, c'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, il lui-même est conscient qu'il n'y a que 20 000 mots, mais ces 20 000 mots, il y a une sorte de charme comme ça autour d'eux, on a l'impression que ça touche vraiment à la réalité. C'est pour ça que j'ai toujours préféré la métaphysique à l'art en soi. C'est que même s'il y a peu de choses, même si c'est très fruste, on a cette fois l'impression, en lisant Whitehead,
par court moment qu'on touche à quelque chose. Alors les intuitions de Whitehead, c'est très compliqué. Ça serait, enfin, je m'y aventurerais même pas d'ailleurs, mais le charme de Whitehead, c'est moins on comprend, plus on a l'impression de sentir les choses. Et pour le coup, c'est vraiment un jeu avec notre propre bêtise, à commencer par la sienne. C'est quelqu'un qui manipule 20 000 mots, et qu'avec ces 20 000 mots, il arrive à peu près à faire le cadrage que je pense qu'aucune œuvre picturale sera capable de bien faire. Il arrive à saisir comme ça une sorte de figé du monde, et bizarrement, je pense que la peinture a beaucoup plus besoin d'un discours qu'un discours de pure métaphysique à la Whitehead a besoin de s'exemplifier, parce qu'on touche vraiment au plus profond de l'esprit. C'est pour ça vraiment que j'aime beaucoup la métaphysique. Je ne suis pas quelqu'un qui lit de la poésie, je suis quelqu'un à qui il arrive miraculeusement à lire un peu de métaphysique, et j'ai vraiment des émotions de type poétique, et je déteste la musique, mais je crois qu'en lisant la métaphysique, je vois à peu près ce que c'est que la musique. Je visualise dans un espace qui n'est pas spatial. Et il se passe vraiment quelque chose, et là il se passe vraiment quelque chose, je me débarrasse enfin de mes yeux. Alors j'ai pas un fantasme transhumaniste, débile, on serait pure pensée, et la noosphère nous guérirait de tout, mais il y a cet horizon-là, d'enlever cette espèce de gelée entre l'œil et le cerveau qui serait là pour parvenir à quelque chose auquel la littérature parvient parfois. Et qu'est-ce qui fait dans ce réel surabondant qu'on se dit, là, il y a quelque chose pour... Oui. C'est quelque chose qui est marrant par rapport à l'histoire du rhinocéros de Dürer tout à l'heure. Je passe tous les jours devant une représentation dans un petit restaurant italien du rhinocéros de Dürer, et tous les jours ça m'énerve et je ne peux pas m'empêcher de le regarder. Donc c'est vraiment obsessionnel. Mais il faut voir que Dürer est contemporain de Bernard de Palissy, qui fait vraiment un truc beaucoup plus bizarre. Il va vraiment récupérer, alors je ne sais pas s'il procède vraiment comme ça, mais l'impression que j'en ai, c'est qu'il va vraiment récupérer des cadavres de bêtes, bam, il les met dans le plâtre, et et puis à la fin il peint, etc. Mais c'est l'un des premiers, des premiers peintres vraiment sur modèle frais, quoi. Oui, moi je me demandais qu'est-ce qui fait finalement que dans le réel on peut s'arrêter en se disant voilà, il y a de quoi m'occuper notamment pour une œuvre, un roman, ou que ce soit, on va dire, pour des pièces peut-être plus petites en temps que c'est une peinture. C'est des effets de parallaxe ou par miracle, parfois c'est à peu près coordonné, et il y a une brèche, on pense que c'est bon, on comprend et on y va très joyeusement, et on oublie comme ça. C'est l'autre côté, la bêtise, c'est aussi le grand autre de tout projet intellectuel et artistique, mais c'est aussi la force moteur, on y va vraiment parce qu'on comprend, quoi. Enfin, on est mis en feu par sa propre bêtise et on pense que c'est bon, quoi. Et on fonce, et puis on déchante, et puis on bricole un peu, et puis ça va à peu près, quoi. Ça peut être aussi l'intuition, c'est pas forcément... Oui, c'est quelque chose de cet ordre-là, oui. C'est la bêtise d'être intuitif. Il n'y a pas de raison qu'on ait tout. Moi, je dis que c'est intelligent, mais le flemmard, quoi. Ça va plus vite. C'est de ne pas avoir développé toute une pensée, mais juste se dire, bah, cet endroit-là, c'est pour moi, quoi. Mais dans cette chose-là, à mon avis, il y a aussi quelque chose de physique. Il y a quelque chose qui est, encore une fois, relié à... C'est-à-dire que c'est ce que j'ai expliqué peut-être un peu mal, c'est le fait que la peinture, je pense que la peinture, à un moment donné, structure un regard qui fait que d'un coup, on a des émotions comme celle de dire, tiens, il y a un tableau où il se passe quelque chose là maintenant. C'est simplement, en fait, le cerveau a été complètement structuré par des choses qui avaient déjà été structurées. Et justement, il n'y a que de l'artifice. Fondamentalement, comment tu pourrais prouver que la peinture est mieux que le LSD? Alors? Ah ben, je n'ai pas du tout dit que la peinture était mieux que le LSD, je dis juste que ça, encore une fois, je ne suis pas à défendre la peinture en disant que c'est la chose la plus dingue du monde.